Docteur Maman. Bonjour, docteur Penali. Bonjour. Docteur Fanny. Bonjour à tous. Oui, bonjour, docteur Manel. Comment allez-vous? On attend Sambakor, hein? Je pense qu'il est en déplacement. Il n'est pas encore connecté. On attend quelques minutes. D'accord. OK, merci. Okay. Bonjour Fanny, bonjour Awa Fall. Bonjour Louis. Bonjour professeur. Bonjour Mariam. Oui, bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour docteur Penali. Bonjour. Bonjour Mariam. Ce serait intéressant, peut-être c'est notre dernier webinaire, mais la prochaine fois qu'on organisera des webinaires, il faudrait que les présentateurs puissent partager le webinaire parmi leurs collègues afin qu'ils puissent participer, comme le cas de la Côte d'Ivoire et RCA, qui ont invité tout l'Institut Pasteur et autres, afin d'avoir un public. J'ai pas du son. Non, c'est les gens du ministère de la Santé qui ne sont pas fonctionnés. Ouais, il y en a plein. En fait, il y a 3 types de gens qui travaillent. Non, ils peuvent, la plupart du temps, c'est des gens qui font les petits travaux, quoi. Mais sinon, il y a des Bonjour tout le monde. Bonjour, docteur Sambakor, vous m'entendez? Oui, je t'entends maintenant. Parfait. Apparemment, vous êtes en déplacement, non? Oui, je suis à Yaoundé avec mon ami et frère professeur Félicien. Ah, d'accord. Dans le cadre de la réunion de Avaref.
Ah, ça, c'est d'actualité là. Oui, oui, oui. Je pense qu'il faut envisager les prochaines réunions, demander à être invité en tant que réseau pour présenter la plateforme du réseau. Parce qu'actuellement, d'ailleurs, c'est ce qui est en train d'être présenté. Les réseaux de régulation, les réseaux composés d'ANR ou de comités d'éthique, ou bien même un organisme qui appuie les comités d'éthique dans le cadre de la digitalisation, sont actuellement en train de partager des expériences comme celle-là, quoi. Parfait, ça c'est une bonne opportunité. Il nous reste juste le déploiement dans nos différents pays afin de pouvoir présenter l'outil, je pense. Et juste là, on est à 9h04. Je pense qu'on va démarrer parce que le webinaire va durer juste 1 heure de temps. Oui, oui, et oui. je disais tantôt que ce serait intéressant qu'on partage au sein de nos différents réseaux afin qu'on ait beaucoup de personnes présentes lors de nos webinaires. C'était le cas du dernier webinaire du RCA qui a été présenté, je pense, aux étudiants et qui étaient présents, les membres de l'Institut Pasteur de Bangui. Et donc là, on n'est pas trop nombreux ce matin, on est 6 ou 7. Et donc, l'objectif de ces webinaires, c'était une ouverture sur les publics, les chercheurs et les étudiants. Donc, on va commencer, je pense, parce qu'on a juste 1 heure. Tout d'abord, je remercie tout le monde pour votre présence. Je ne sais pas s'il y a des invités. S'il y a des invités, on va revenir rapidement sur le réseau. Il y a Marie-Françoise, on a une invitée externe du réseau. Donc rapidement, je voudrais d'abord vous remercier au nom du réseau pour votre présence. Et le thème aujourd'hui que nous aborderons est la gestion de la vulnérabilité dans la régulation et la mise en œuvre des essais cliniques. Je voudrais juste apporter un petit rappel que les comités d'éthique jouent ce rôle en garantissant les droits et les bien-être des participants à la recherche et plus particulièrement, je dirais, les populations vulnérables. Certaines personnes qui sont impliquées dans la recherche clinique, personnes âgées, immunodéprimées, patients souffrant parfois de certaines pathologies comme le cancer et même les mineurs. En période de crise ou d'épidémie, ces CNE, je pense, sont confrontés à un rush de protocoles de recherche clinique. Et devant de telles situations, le rôle, je pense, c'est un rôle de soutien ou leur apport dans un dialogue constructif basé sur la conviction que les décisions et protocoles de recherche doivent être fondés scientifiquement, inspirés et guidés par l'éthique. Et les pandémies, on sait tous, exposent clairement les forces et les faiblesses des systèmes de santé, et particulièrement ici en Afrique, mais aussi renforcent les obstacles et les inégalités au sein des populations. Et les personnes vulnérables deviennent encore plus vulnérables en période de pandémie, et il est particulièrement important de prendre note de la vulnérabilité de ces participants lors de la mise en place des protocoles ou des projets de recherche clinique. Et j'ajouterais que cette vulnérabilité qui peut être liée aussi à la pauvreté, au genre, à la maladie, à la perte d'autonomie ou de fonction, à l'âge avancé aussi, les personnes âgées qui sont impliquées dans les études, aux situations d'handicap, à l'origine même ethnique dans certains pays, à l'incarcération, les prisonniers, à la migration et l'isolement et même la quarantaine peuvent avoir un impact important sur la notion, je pense, de consentement et par-delà la participation à des projets de recherche menés en situation d'urgence. Donc voilà le thème que nous aborderons, et les objectifs déclinés sont d'analyser la problématique de la gestion de la vulnérabilité dans la régulation des essais cliniques. Ensuite, d'analyser la problématique de la gestion de la vulnérabilité à travers les déclarations internationales comme celle d'Helsinki et du SIOMS. Nous allons sans tarder, comme on a juste 1 heure, présenter rapidement et passer la parole à nos présentateurs, à savoir le Dr Samba Kor, qui est membre du Comité national d'éthique du Sénégal,
secrétaire permanent et directeur de recherche au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Nous avons aussi comme présentatrice Dr Fanny Momboise, qui est de la cellule éthique de l'Institut Pasteur de Paris. Et je passe la parole au Dr Sambakor. S'il veut bien s'introduire, je pense qu'on n'a pas trop d'invités ou commencer la présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Manel. Je pense que pour ce webinaire, il était retenu dans un premier temps de donner la parole à Fanny pour qu'elle fasse une introduction, parce que comme elle va parler de façon générique sur les textes, les déclarations, et moi j'interviens pour essayer de montrer comment cela s'applique dans le réel de nos comités d'éthique en matière de gestion de la vulnérabilité dans la régulation de la recherche. Je ne sais pas si Fanny est prête pour faire ce introductif. Oui, bonjour. Ben oui. Donc, c'était effectivement l'idée de ce séminaire, c'était commencer déjà pour avoir une vision un peu globale de ce que les recommandations, notamment Helsinki et les SIOMS, nous mentionnent au niveau de la vulnérabilité et pas spécialement dans les recherches cliniques. Donc, je vais partager mon écran. J'espère que vous allez le voir. Est-ce que vous voyez? C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Oui, c'est bon. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment la gestion, la vulnérabilité est gérée au niveau des déclarations internationales. Donc, tout d'abord, est-ce que ça fonctionne? On vous entend. C'est toujours la première diapo. Oui. Alors, j'essaye de changer la diapositive. J'ai l'impression qu'on l'a perdu. Bonjour tout le monde. On va patienter un peu. S'il ne revient pas, on demandera peut-être au docteur Sambakor de présenter si elle n'arrive pas à se connecter. Ah, il y a le professeur Félicien. Professeur Félicien, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bonjour tout le monde. Bonjour Félicien, on ne te voit pas beaucoup, tu vas bien? Oui, je me porte bien, monsieur. Bonjour, Manel. Je suis ici. Ça va bien à Kinshasa? Je suis à Yaoundé. Alors? Ah, tu es au Cameroun? Oui, je suis à Yaoundé. Je tenais à prendre part à ce thème qui est très intéressant pour l'évaluation des protocoles. Ça peut nous éclairer davantage. Tu es avec Sambakor? Oui. Nous sommes ensemble, mais lui est dans sa chambre et moi dans ma chambre. Je comprends, c'est normal. Le contraire aurait été inquiétant. Franchement. Manel, il faudra que Sambakor et Félicien nous fassent le compte rendu de cette réunion, si on peut organiser une réunion spéciale. Bien sûr, surtout c'est dans le cadre d'Avaref et nous sommes en contact avec la Fondation Gates
le docteur Mukanga pour le financement du réseau. Et lui, il nous avait parlé précisément de Sambacor et de Félicien. Il voudrait discuter avec eux. Et nous, on nous avait mis en rapport avec le docteur Mukanga pour nous appuyer sur le financement du réseau. Donc, j'ai demandé, je ne sais pas, lors de notre entretien hier, je vous disais qu'il fallait que le professeur Félicien et le docteur Sambacor s'impliquent afin d'échanger avec le docteur Mukanga et le professeur Sombi. Ceci pourrait nous aider rapidement, je pense, à obtenir, je pense, des financements. Parce que la dernière fois, le docteur Mukanga, qui est le point focal de Gates, nous avait dit qu'il aimerait bien discuter avec le docteur Sambacor et le professeur Félicien pour revenir sur les conclusions d'Avref. Et par rapport à Avref, qu'est-ce que nous comptons faire dans le cadre de notre projet afin de mieux comprendre avant de nous appuyer. Ok, ouais, je crois que c'est une excellente chose parce que le point focal de Bill et Melinda Gates est à côté de moi dans la salle. On a échangé un peu et heureusement que cette session est consacrée aux outils des comités d'éthique en matière d'évaluation des essais cliniques. Ça, c'est des éléments extrêmement importants. Et l'outil aujourd'hui sur lequel le comité technique a eu à travailler est un outil qui va énormément nous servir parce que c'est un link avec les ANR. Donc, et ça, c'est un élément sur lequel je pense que Bill et Melinda Gates pourraient accompagner notre réseau pour non seulement approfondir la réflexion, parce que je leur ai dit qu'il faudrait m'envoyer le document, ou en tout cas nous envoyer le document, parce que c'est en anglais. Nous allons le traduire et le discuter dans les réseaux francophones. Et je pense que ça, déjà, c'est un motif réel pour davantage nous accompagner à domestiquer ces outils. Voilà, merci. Merci beaucoup. Hein. Ça, vraiment, c'est une excellente nouvelle et que la digitalisation aujourd'hui, c'est... Ça m'accorde. Oui. Oui, ça m'accorde. Ça m'accorde. Oui, oui, professeur. Toi et Félicien, est-ce que dans le cadre de notre réseau de RAFES, je ne parle pas de CIRAFES, mais de RAFES, tous les deux, vous êtes membres du bureau RAFES, est-ce que vous pourriez essayer d'avoir un B2B avec la dame de la Fondation Gates, mais aussi avec comment il s'appelle, David, c'est ça, Makanga? Oui, c'est ça. Pour échanger avec eux sur ce qu'ils peuvent faire pour nous, pour le réseau, en dehors même d'un projet. Le renforcement du réseau, nous aider dans son fonctionnement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est faisable? Oui, je pense que dès après la réunion, je pourrais m'approcher de la dame parce que Makanga n'est pas encore en place. Bon, peut-être qu'il sera là en tant que DCTP. Mais pour le moment, c'est la dame de Bill et Melinda Gates qui est là et on a même commencé à discuter un peu. Je pense qu'après, on pourra l'approcher à la fin de la réunion parce qu'aujourd'hui, on va terminer tôt, quoi. Et j'ajouterai, Dr Sambacor, que moi, lors de mes entretiens avec Dr Mukanga, ils sont vraiment intéressés par l'expérience d'Avaref, c'est-à-dire ce lien entre les CNE et les ANR. Ça les intéresse beaucoup parce qu'eux, ils appuient beaucoup les ANR. Effectivement, il y a un élément intéressant dans le travail qu'on a effectué hier, c'est cette question d'inspection conjointe. Donc, être sur le terrain pour évaluer les essais cliniques entre les membres des ANR et les membres des comités nationaux d'éthique. Donc, c'est un travail intéressant qui va nous permettre d'avoir la capacité de renforcer cette relation-là qui fait défaut entre les autorités nationales, l'autorité nationale de réglementation et les comités d'éthique sur le terrain réel.
Et non pas seulement sur base des documents, mais aussi pour aller évaluer le déroulement des essais cliniques du terrain. Et là, on a des documents qui détaillent les points les plus importants sur lesquels les deux structures peuvent s'en tenir. Il y a des éléments spécifiques au comité d'éthique, comme au comité aux autorités de réglementation, mais aussi à des points communs sur lesquels les entités peuvent travailler ensemble. Donc, pour nous, c'est très intéressant par rapport à ces avancées-là. Merci beaucoup, professeur Félicien. Donc, rapidement, je pense que, Dr Sambakor, vous allez devoir partager votre présentation parce que là, on a perdu Fanny. En attendant, si jamais elle se reconnecte, elle pourra revenir parce que là, on est à 19. Si vous pouvez partager et commencer votre présentation. Je vous remercie. OK, donc je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si vous avez mon écran. Pas encore. Oui, là c'est bon. Voilà, parce que ça prend un peu de temps pour apparaître sur les écrans. Est-ce que tout le monde voit la présentation du Dr Sambakor? Contexte et justification. Non, je vois parfaitement. Désolé, je vous ai fait partager quelque chose qui ne vous intéressait pas. Désolé. Parfait. Maintenant, ça arrive. Maintenant, je vois. Merci beaucoup. Donc, je pense que Dr Sambakor peut commencer la présentation. Voilà, merci beaucoup tous. Voilà, de façon très résumée, nous allons aujourd'hui vous parler de la gestion de la vulnérabilité par les comités nationaux d'éthique en période de pandémie. Mais là, c'est particulièrement dans le champ de la recherche. D'abord, l'utilisation du concept dans les protocoles de recherche. Quand effectivement on fait une classification en parlant de vulnérabilité, il y a certains groupes sociaux qui rejettent le terme, en tout cas qui rejettent d'être classés dans les groupes vulnérables. Certains groupes sociaux parce qu'ils considèrent que c'est un terme stigmatisant. Et les interrogations des différents comités de bioéthique sur son application dans les différents champs de la vie humaine devraient pouvoir connaître effectivement des mutations. Et là, en termes d'utilisation des populations vulnérables dans le champ de la recherche, dans la gestion du risque d'exposition, dans l'utilisation des résultats, ça se caractérise par rapport à la notion de bénéfice et de non-malfaisance. Autrement dit, de bienfaisance et de non-malfaisance. Mais également dans le cadre de la notion de respect de la personne. Et pour cela, c'est important pour nos comités d'éthique de pouvoir développer une posture éclairée par rapport au concept. Savoir comment est-ce que nous devons le manipuler, quelle posture devrait-on avoir. Et donc, ça, c'est important pour nous, comité d'éthique, chargés de participer à la régulation de la recherche. Et la question, c'est comment la vulnérabilité est utilisée dans le champ de la recherche. Et la méthodologie que nous avons utilisée, c'est d'abord de regarder un peu le concept, comment est-ce qu'il est expliqué dans le champ de la recherche, comment est-ce que les chercheurs l'utilisent, quelle perception ces chercheurs ont de ce concept. Et pour cela, j'ai eu à échanger avec quelques chercheurs pour essayer de capturer leur perception par rapport à la notion de vulnérabilité. Mais j'ai aussi discuté avec quelques personnes qui étaient plus ou moins considérées ou classées dans le groupe des vulnérables. Par exemple, j'ai échangé avec quelques membres du groupe des personnes vivant avec le VIH, bon, parce que la présentation, je l'avais aussi préparée pour les journées scientifiques du Conseil national de lutte contre le sida. Donc, j'ai eu à échanger avec ces groupes-là, mais j'ai eu aussi à échanger avec
quelques femmes enceintes qui essaient un peu pour comprendre un peu comment est-ce que à leur niveau, quand on leur dit, quand on les classe dans le groupe des vulnérables, comment est-ce qu'elles, en tant que femmes enceintes, elles perçoivent cela. Nous avons eu aussi à regarder les protocoles qui nous ont soumis et comment est-ce que le concept est présenté, explicité dans le cadre de ces protocoles, mais aussi dans quelle perspective, en tout cas, ils essayent d'orienter la recherche par rapport à ces groupes-là. Et les résultats, c'est d'abord, bon, comment le concept est défini, la littérature en tout cas que j'ai consultée. Alors, il révèle donc que la vulnérabilité, c'est l'incapacité ou l'absence de liberté permanente ou temporaire à protéger ses intérêts propres en raison d'obstacles comme l'inaptitude à donner un consentement éclairé, l'inexistence d'autres moyens d'obtenir des soins médicaux ou autres prestations nécessaires onéreuses, ou la subordination ou la soumission au sein d'une structure hiérarchisée. Donc, par rapport à une définition, c'est ce que moi j'ai retrouvé dans la littérature. Il y en a d'autres aussi qui disent que c'est le risque accru pour des personnes d'être maltraitées, exploitées, dépouillées, parce qu'il y a des risques, en tout cas ici à Yaoundé, pour certains que je ne veux pas nommer. Donc, risque d'être dépouillés, déçus, trompés ou alors traités de façon injuste. Tenir compte aussi de la vulnérabilité, c'est accepter que chacun de nous puisse un jour manquer de moyens ou de capacité de se protéger et de protéger sa santé et son bien-être. Et là, c'est dans le rapport CIB, Comité international de bioéthique, que Penali connaît bien, de 2013. Rapport 2013, ils ont effectivement, et là, c'est notre collègue Aïssatou qui avait pris part à cette rencontre. Moi, j'y ai été, mais en tant que CIGB, donc représentant le gouvernement du Sénégal. Et là, c'était donc un rapport extrêmement riche sur lequel ils ont eu effectivement à réfléchir sur la notion de vulnérabilité. Alors, pourquoi maintenant on est vulnérable? Ça également, c'est la nature humaine, la finitude humaine, comme on dit. Hein? La vulnérabilité est une caractéristique intrinsèque de l'être humain. L'être humain est par essence vulnérable. D'ailleurs, il est moulé dans la vulnérabilité. Donc, eh bien, pourquoi? Parce que le début de la vie est par définition une période de vulnérabilité. Quand vous êtes bébé, n'est-ce pas? Jusqu'à l'atteinte de la maturité et de la cessation de la dépendance à l'autre pour ses besoins vitaux. Tout ce parcours-là, effectivement, c'est un parcours teinté de vulnérabilité. La maladie, la vieillesse peuvent recréer également cette dépendance. Alors, pourquoi toujours on est vulnérable? La vulnérabilité peut être liée à un risque accru de dommages physiques du fait d'une condition particulière, grossesse, maladie métabolique, etc. Les conditions de vie, la configuration génétique ou le type d'infection peuvent constituer des facteurs de dépendance et créer une vulnérabilité. La déficience enzymatique, immunitaire, anomalie chromosomique, etc. Les maladies génétiques, trisomie 21, syndrome du cri du chat, etc., accidents ou agressions physiques entraînant une incapacité temporaire ou définitive. Alors, les groupes vulnérables. Les personnes vulnérables sont celles qui sont relativement ou absolument incapables de protéger leurs propres intérêts. Elles peuvent avoir un pouvoir, une intelligence, une éducation, des ressources, une force ou d'autres attributs importants qui, chez elles, sont insuffisants pour leur permettre de protéger leurs droits. Et là, c'est dans le premier paragraphe du SIOM, certainement, Fanny allait aborder ce point-là.
personnes vulnérables. Les personnes vulnérables sont, en tout cas selon aujourd'hui une liste qui est déjà présentée dans beaucoup de documents, c'est les incompétents. Ici, il faut voir la notion d'incompétence, les mineurs et adultes mentalement handicapés. C'est ici par rapport à la capacité de décider, par rapport à l'autonomie de décision. C'est ça la notion d'incompétence. Les personnes âgées en situation de dépendance ou de diminution de discernement, les personnes privées de liberté, les personnes en institution, les réfugiés, les personnes qui sont subordonnées à des systèmes très autoritaires, n'est-ce pas, comme les militaires, comme voilà, les étudiants, etc. Personnes en situation économique ou sociale précaire, membres de groupes hiérarchisés, personnel de l'hôpital, comme aussi les étudiants, je l'ai dit tantôt, employés temporaires ou sous contrat à durée déterminée dans les entreprises, personnes ayant des pratiques condamnées par la loi ou rejetées par les sociétés où elles vivent, c'est les usagers de drogue, c'est les MSM, c'est les travailleurs du sexe, etc. Participant à une recherche en période de pandémie, personnes atteintes d'une pathologie grave sans traitement connu, certains cancers, Ebola, personnes atteintes de maladies dites chroniques, sida, diabète, insuffisance rénale, etc. Mais aussi, il y a des personnes vulnérables du fait de leur qualité ou de leur situation. C'est les chômeurs ou personnes sans emploi, c'est les minorités ethniques, c'est les personnes sans abri, c'est les nomades, réfugiés, migrants, prostituées, usagers de drogue. Par rapport à tous ces aspects-là, il y a Helsinki dans son chapitre 8 qui donne des éléments, des outils au comité d'éthique en disant que certaines populations de recherche sont vulnérables et demandent une protection particulière. Les besoins spécifiques de ceux qui sont désavantagés économiquement et médicalement doivent être reconnus. Une attention particulière est aussi requise pour ceux qui ne peuvent ni donner ni refuser un consentement pour eux-mêmes, pour ceux qui sont contraints de donner leur consentement, pour ceux qui ne bénéficieront pas personnellement de la recherche et ceux pour qui la recherche est menée avec attention. Vous voyez que tous ces chapitres-là, 24, 25 et 26, c'est des paragraphes dans la déclaration d'Helsinki, dans sa dernière révision, qui, en tout cas, attirent l'attention des membres des comités d'éthique quand ils ont en face des protocoles qui enrôlent des personnes de profil présentés ainsi. Alors, il est aussi important de voir dans le cadre de ce point, et je pense que bon, si on a la communication, on va beaucoup plus en détail. Ici, je donne tout simplement comment le concept vulnérabilité constitue un aspect qui a intéressé toute la communauté internationale scientifique, les philosophes, les chercheurs, etc. Donc, depuis 1978, dans le rapport de Belmont, 79, avec le philosophe Hans Jonas, 91, 93, 96, 2010 et même récemment 2017, avec la révision de la loi de bioéthique, n'est-ce pas? Ce concept vulnérabilité est un aspect qui a mobilisé la réflexion des éthiciens au niveau des différentes situations qui sont aujourd'hui vécues. Alors, par rapport à cela, ils ont eu à donner des orientations aux comités nationaux d'audit. C'est pourquoi c'est extrêmement important que les comités puissent disposer des documents que je cite ici, déclaration d'Helsinki, ICHGCP, SIOMS, la déclaration universelle sur la bioéthique, les guides de biobanque de 2010, mais également les lois qui sont dans les pays, en tout cas qui portent sur
la protection des droits humains. Ces aspects-là, c'est très important que les comités d'éthique puissent en tout cas disposer de ces documents et qu'ils puissent régulièrement les exploiter parce que ça aide beaucoup à faire avancer les choses. La recherche aussi, dans le cadre, surtout par rapport aux enfants, c'est un groupe particulièrement vulnérable sur lequel, à chaque fois qu'il y a des recherches qui portent sur ce groupe, c'est important que les comités d'éthique fassent extrêmement attention. Pourquoi? Parce que ce groupe-là doit être protégé du fait de leur incapacité à consentir, du fait également qu'en termes de responsabilité, ils n'assument aucune responsabilité par rapport à toute décision qui est prise concernant leur santé ou leur participation à une activité de recherche. Et les adultes incapables aussi doivent être protégés. Donc, ce qui fait que ces aspects-là doivent être mis en exergue dans les documents de gestion des comités nationaux d'éthique. Il doit y avoir un chapitre exclusivement réservé aux groupes vulnérables. Quelle posture, comment les étudier, comment évaluer des protocoles dans ce domaine-là. Maintenant, dans le cadre toujours de la vulnérabilité par rapport à la gestion de la santé, là, c'est un aspect très important sur lequel il va falloir peut-être mettre en place des comités d'éthique, mais qui ne sont pas nécessairement des comités d'éthique de la recherche, mais des comités d'éthique hospitaliers, des comités d'éthique de santé publique, etc. Et là, ça permettrait en tout cas de pouvoir mieux encadrer la notion de vulnérabilité dans l'espace de santé. Alors, en règle générale, vous savez que les promoteurs et les investigateurs ne peuvent être tenus pour responsables de situations injustes dans les pays où s'effectue la recherche, mais ils doivent s'abstenir de toute pratique de nature à aggraver ces injustices ou à susciter de nouvelles inégalités. Vous voyez donc que quand le pays pêche dans l'absence de dispositifs réglementaires de gestion de la vulnérabilité, les chercheurs, surtout les chercheurs étrangers, quand ils viennent dans des pays pareils, ils ne doivent pas profiter de cette déficience juridique pour, en tout cas, mener des choses qui sont contraires à la protection de la gestion de la vulnérabilité. Alors, dans le cadre maintenant des protocoles qu'on évalue au sein de nos comités, il est important que dans la recherche sur ces personnes, il est essentiel de promouvoir les procédés de diagnostic, de prévention et de traitement des maladies caractéristiques pour unifier ces personnes-là. Donc, de faire une présentation spécifique par rapport aux dispositions spécifiques quand il est question d'enrôler des personnes vulnérables. La recherche ne peut également exclure les personnes du fait tout simplement de leur vulnérabilité. Au contraire, il faudrait des dispositions particulières pour encadrer justement la recherche par rapport à ces personnes vulnérables. Mais non pas dire non, il est vulnérable, donc je ne l'enrôle pas. Il est incapable, donc je ne l'enrôle pas. Non, 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 non. Ça ne peut pas être accepté par un comité. Donc, c'est forme d'exclusion dans le cadre des enrôlements. Il faudrait aussi faire une analyse spécifique par rapport aux risques et bénéfices. En cas d'incapacité de consentir ou d'assentir, requérir le consentement et l'assentiment du représentant légal. Ça, c'est extrêmement important. Alors, les comités d'éthique, dans le cadre, là, vous voyez donc une photo des membres du comité d'éthique en session. Évaluation de la nécessité d'inclure ou non des sujets vulnérables précités, évaluer le niveau de vulnérabilité du participant économique, sanitaire, politique, sociologique, psychologique, institutionnel, etc. Le patient ou le volontaire sain peuvent avoir une relation dépendante avec le médecin ou le chercheur, risque d'un consentement biaisé, étudier la possibilité d'exclure le clinicien impliqué dans la recherche du processus de recueil du consentement, limiter les interférences sociales, familiales, professionnelles, chefs de village, époux, parents, frères, patrons, etc. En conclusion, la vulnérabilité ne peut être considérée dans le champ de la recherche en santé comme un facteur de stigmatisation. Le concept renvoie ainsi à une tentative d'identification des caractéristiques
d'une insuffisance temporaire ou définitive propre à l'être humain dans des situations variables face à une agression, acte invasif ou à une sollicitation, enquête. Le principe fondamental de la bioéthique est la sauvegarde et la protection de la dignité humaine. En conséquence, la société a besoin de construire des repères qui lui permettent d'appliquer le principe de précaution pour l'humanité. Voilà. Et là, dans termes d'application, c'est toujours le principisme qui est utilisé, c'est le respect de la personne, la bienfaisance et la justice. Exigence de justice, répondre aux besoins et priorités sanitaires de la population haute. Et je pense que cela, ce n'est pas à un Africain qu'on apprend ce que c'est que le respect de la personne. Parce qu'en 1222 déjà, nos ancêtres ont eu à évoquer cette notion de respect de la personne, respect des droits de la personne à travers la déclaration historique de Souniéta Keïta à la place de Kourougoum-Fouga, lieu qui est aujourd'hui classé patrimoine de l'UNESCO. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Sambakor. Je pense que cette belle présentation mérite quelques applaudissements. Et voilà, on vous remercie beaucoup pour cette belle présentation. Et avant de rentrer dans le vif ou bien des questions, j'aimerais juste revenir sur certains points. Il est revenu sur la déclaration de Helsinki, les personnes concernées par la vulnérabilité, particulièrement, précisément les enfants, les adultes incapables, de renforcer la documentation sur la vulnérabilité au niveau des comités d'éthique, surtout de ne pas exclure les personnes vulnérables et qui doivent normalement bénéficier des retombées de la recherche. Ils doivent être inclus, mais en tenant compte des spécificités. Et aussi, il a rappelé la nécessité dans nos pays, parce qu'il y a souvent cette confusion entre comité d'éthique de recherche et comité d'éthique de santé publique. Et je pense qu'on a, juste pour rappeler qu'on lui avait posé pas mal de questions là-dessus sur la quarantaine, les effets de la quarantaine durant la période Covid. Et il était revenu la fois passée sur l'utilité et l'urgence de mettre en place un comité d'éthique de santé publique dans nos pays. Merci beaucoup encore, Dr Sambakor. Et je vois qu'il y a Dr Penali qui vient de lever la main et les discussions sont ouvertes. On échange rapidement avant de passer à la présentation de Fanny. Dr Penali, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Emmanuel. Félicitations, Sambakor, pour cette très, très belle présentation. J'ai toujours dit que tu es un chef, tu es un grand chef. Alors, je pense aussi que il a développé cette notion de vulnérabilité. Moi, en ce qui me concerne, il y a franchement certaines parties que j'ignorais. On apprend tous les jours et c'est tout à fait normal. Mais alors, la question que je me pose, j'ai l'impression finalement que tout le monde est vulnérable. Nous sommes tous vulnérables, plus ou moins vulnérables. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas limiter cette notion de vulnérabilité? Quand on regarde un peu, les hypertendus sont vulnérables, les diabétiques sont vulnérables. Qui ne l'est pas alors? C'est la question franchement que je me pose, quoi. Quand on regarde tout ce qu'on recrute comme participants dans des études, si on va en profondeur, on verra que tout le monde a un certain niveau de vulnérabilité. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de circonscrire? Merci. Oui, est-ce que je peux apporter un éclairage par rapport à ce que Lou propose là? Oui. Oui, allez-y, professeur Félicien. Merci beaucoup. Moi, je pense que l'exposé de mon ami Samba est très éclairant en ce qui concerne donc le concept de vulnérabilité. Alors, il y a un professeur philosophe médecin belge, Jean-François Malherbe, qui a apporté la catégorisation sur un concept que Samba n'a pas beaucoup exploité,
mais qui peut nous aider à avoir un peu plus d'éclairage au niveau de la catégorisation. Si on définit donc la vulnérabilité comme manque de liberté, c'est vrai, mais c'est surtout, d'après Jean-François Malherbe, la vulnérabilité, c'est une manifestation d'un manque d'autonomie. Alors, lui distingue plusieurs catégories, plusieurs aspects de l'autonomie. Donc, quelqu'un manque d'autonomie, c'est-à-dire il est dans l'incapacité de prendre des décisions qui concernent sa vie ou une activité ou un engagement. Alors, lui parle ce mot-là de manque d'autonomie éthique. Donc, quelqu'un peut manquer l'autonomie éthique. Et il développe encore le manque d'autonomie dans le domaine de la citoyenneté, donc le manque d'autonomie civique. C'est-à-dire, comme quelqu'un, comme Samba l'a expliqué assez bien, je ne vais pas y revenir sur le manque d'autonomie civique. Il y a aussi le manque d'autonomie psychique. Là, vous voyez, c'est au niveau du comportement, la disposition des attitudes des personnes. Et il termine par ce qu'il appelle l'autonomie principale, qui est l'autonomie biologique, c'est-à-dire l'incapacité de se nourrir, de se vêtir, de se soigner, de se loger, ainsi de suite. Donc, à la lumière de cette catégorisation-là, effectivement, la recherche se préoccupe dans cette catégorisation de la vulnérabilité comme manque d'autonomie biologique. Donc, tout ce qui est lié à la vie courante, au manger, au boire, au déplacement, lié au corps, à l'environnement, tout ça, même à l'économie, peut se regrouper autour des concepts de manque d'autonomie biologique. Alors, à ce moment-là, si nous prenons cette catégorisation-là, eh bien, nous pouvons nous voir dans quelle mesure, nous, au niveau des comités d'éthique, nous pouvons exploiter ces éléments-là pour dire que, voilà, en cas de la recherche, nous devons voir des aspects biologiques, des aspects psychiques, des aspects civiques ou des aspects éthiques de la personne. Et le rôle d'un comité d'éthique, justement, c'est la protection ou le respect de la dignité de la personne qui participe à la recherche. Donc, par respect de la personne doit être comprise dans toutes ces dimensions-là, justement. Une personne humaine est la personne qui se définit par la capacité de conscience, de réflexion, la capacité, si vous voulez, biologique, de la mobilité, le manger, le boire qui doit être à sa disposition, la capacité psychique et autres, comme tel que j'ai développé. Donc, à mon avis, pour nous, au niveau de l'éthique de la recherche, par rapport aux personnes qui sont sur le terrain, voilà différentes dimensions qui se présentent devant nous et qui relèvent donc de la vulnérabilité. C'est ici que je suis d'accord avec les amis qu'effectivement, au niveau actuel sur le terrain, quand le comité d'éthique donne son avis, mais qui suit l'exécution des décisions du comité d'éthique par rapport aux aspects de la vulnérabilité? Est-ce que le chercheur, lui, est capable en même temps de veiller à la protection de la personne qui ne relève pas de sa compétence, mais qui relève du comité d'éthique? Comme il avait dit une fois, le comité d'éthique à ce moment-là, dès que nous-mêmes nous descendons sur le terrain pour veiller à la vulnérabilité, on va dire conflit d'intérêts. C'est pourquoi je suis d'accord avec les amis quand ils disent nous devons promouvoir des comités d'éthique de santé publique en milieu, donc, en cas d'épidémie, que nos pays favorisent la mise en place de comités d'éthique de santé publique pour que ces animateurs, ces responsables puissent veiller à encadrer les personnes vulnérables avant l'arrivée des chercheurs sur le terrain. Donc, s'il y a une étude que nous avons au niveau du comité d'éthique, nous devons contacter en toute priorité le comité d'éthique de santé publique dans un milieu déterminé, les inviter à être prêts
à recevoir nos avis et surtout à veiller à encadrer les personnes pour que la recherche se passe dans les meilleures conditions. C'est la même chose aussi de l'idée que j'ai trouvé aussi géniale de promouvoir les comités d'éthique clinique ou l'éthique de soins de santé en milieu hospitalier. C'est la même chose là aussi. Nous avons des études qui peuvent se dérouler dans le milieu hospitalier. Et là, c'est encore plus grave. On l'a vu que les personnes qui sont malades sont vraiment affectées. Donc là aussi, à mon avis, nous devons renforcer la création des comités d'éthique hospitaliers pour qu'ils soient capables de protéger suffisamment les personnes vulnérables qui vont entrer dans l'étude. Je suis d'accord pour terminer avec mon ami Lou qu'effectivement, tout le monde est vulnérable. Et même nos États sont vulnérables parce qu'ils ne se suffisent jamais à eux-mêmes. Ils demandent recours, assistance à d'autres États, à d'autres institutions. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement les individus, même les institutions, même les gouvernements, à travers le monde entier, ils sont d'une façon ou d'une autre vulnérables. Imaginez-vous la dette que les États-Unis ont, par exemple, avec la Chine ou avec la Russie, ou je ne sais pas quoi, avec d'autres pays, et vice-versa. Voilà. Donc, je voulais donner un peu d'éclairage, un appui, un ajout en termes de catégorisation des concepts pour bien décanter tous les aspects qui ont été évoqués de façon générale et je vous en remercie. C'était ma contribution. Il faut bien suivre. Hein. Voilà, j'ai fini par là. Je vous remercie. Manel, je pense que le professeur a fini. Hein? Oui, moi j'ai fini. J'ai annoncé que j'ai fini. Merci. Oui, c'est Manel qui ne réagit pas. Manel, tu es en mute, je pense. C'est ça le problème. Excusez-moi, merci beaucoup. J'étais en mute. Merci beaucoup, professeur Félicien. Juste pour rebondir sur les questions au niveau du chat, il y a un de nos collègues, Amidou Thiam, qui pose la question à savoir, est-il une obligation pour les chercheurs de préciser le niveau de vulnérabilité des participants ou bien cela est laissé à l'appréciation du comité d'éthique? Docteur Sambokor, la question vous est destinée. Est-ce que vous avez une réponse à apporter là-dessus? Oui, je pense que chaque acteur du processus doit partager sa posture par rapport à la vulnérabilité. Quand vous enrôlez des personnes selon la connaissance que vous avez à la fois de ce que vous leur proposez, mais aussi des informations qui vous permettent de pouvoir développer une posture par rapport à la vulnérabilité liée à ce que vous proposez, vous êtes tenu effectivement d'en faire une lecture et dire que partant de cela, voilà moi, chercheur, les dispositions que j'estime nécessaires pour prendre en compte ce niveau de vulnérabilité. Et maintenant, arrivé au comité d'éthique, le comité d'éthique peut avoir une autre appréciation pour dire que monsieur le chercheur, effectivement, la posture que vous avez est une posture tout à fait compréhensible, mais nous, en tant que comité d'éthique, nous pensons que vous avez perdu de vue tel aspect qui constitue un niveau de vulnérabilité beaucoup plus avancé et qui nécessite à votre niveau que vous puissiez en tout cas prendre des dispositions additionnelles par rapport à ce groupe. C'est un peu donc cette dynamique-là, cette dialectique, et quand les comités d'éthique aussi envoient leurs réponses, il peut revenir aux chercheurs de riposter, comme on dit, pour dire, voilà, en tout cas, à mon niveau, voilà, et ils donnent des arguments. C'est pourquoi les comités d'éthique, par rapport aux chercheurs, c'est une dynamique, c'est une dialectique. Il ne faudrait pas que les gens pensent que, voilà, la vérité se trouve du côté des comités d'éthique et que les chercheurs ont toujours tort. Non, c'est une dynamique, c'est une discussion jusqu'à ce que l'argumentaire basé sur l'objectivité puisse prévaloir entre ces deux acteurs-là. Merci. Merci beaucoup,
Monsieur Thiam, est-ce que vous êtes satisfait par la réponse? Vous avez la parole, Monsieur Thiam. Vous écrivez sur le chat. C'est bon pour... C'est bon, tout à fait. C'est bon, je suis satisfait. Merci beaucoup, Dr. Sambakor, c'est clair. Et félicitations à tous les deux. Merci, Monsieur Thiam. Je vois que Dr. Penali, vous avez levé la main. Ou bien c'est une Non, ancienne... j'ai oublié de baisser la main, excusez-moi. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer rapidement à la présentation de Fanny, Dr. Fanny. Dr. Fanny, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez partager votre présentation, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Alors, j'ai fait déjà la présentation. Je ne savais pas que j'étais hors déconnectée, en fait. Donc, je vais refaire. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées par Dr. Sambakor. Je vais essayer plutôt de vous parler comme ça parce qu'en fait, je pense que j'ai un problème de partage de contenu. Donc, tout d'abord, Est-ce que vous pouvez l'envoyer, votre présentation, à Awa pour qu'elle vous c'est un partage? keynote, attendez. Je vais essayer sous forme de... Attendez, je vais essayer. Est-ce que vous pouvez me signaler si je suis plus connexion par WhatsApp parce que pour éviter que je la refasse une deuxième fois dans le vide. Merci. Alors, attendez. Est-ce que... Est-ce que vous voyez? Oui. Moi, oui, là? Moi, je vois, ça va. Et vous m'entendez? Oui, oui. Parfait. Oui. Ouais, j'ai un problème de partage, en fait. Bon, écoutez, je vais... Maintenant, c'est parti et on ne voit plus. Vous m'entendez? Vous avez fermé votre micro, oui. Allez-y, on vous entend. Je t'ai déconnecté. Donc, ce que vous me voyez, alors je vais essayer de partager, ça fonctionne pas. Donc, ce que je voulais rajouter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites au niveau de la présentation du docteur Sambakor. En fait, pour revenir aussi un petit peu sur ce que disait le docteur Félicien Moundey, le concept de vulnérabilité en éthique de la recherche, il peut être traité sous deux angles. À la fois au niveau de la protection, et ça, c'est basé sur le principe de justice. Et là, ce qui en découle, en fait, c'est une sélection juste des participants, et également une distribution juste des risques et des bénéfices. Et puis, de la même façon, le concept de vulnérabilité en éthique de la recherche peut être traité sous l'aspect de l'autonomie et le respect de l'ex-personne. Et là, on rejoint un petit peu ce qu'avait mentionné le docteur Félicien, c'est-à-dire que les personnes en état de vulnérabilité ont des difficultés à prendre des décisions dans leur vie de façon générale, et donc plus encore dans les concepts de recherche. Et ces personnes également ont des difficultés à défendre leurs intérêts. Donc, au niveau du concept de la vulnérabilité en éthique de la recherche, donc là, c'est beaucoup plus récent, ce concept dans les textes. C'était à partir du rapport Banman qui a été produit en 1979. Et là, la vulnérabilité est arrivée au niveau du concept notamment de la participation volontaire, où les personnes vulnérables pouvaient être beaucoup plus influencées à participer aux recherches que d'autres personnes. Et ensuite, cet aspect aussi est vu au niveau de la balance des bénéfices-risques des populations vulnérables, et notamment le fait de l'importance de les protéger et de l'importance d'effectuer des recherches où elles puissent avoir quelque chose de bénéfique au niveau de leur communauté. Donc, professeur Sambakor a déjà un petit peu mentionné, mais c'est vrai que le concept de vulnérabilité est présent à la fois dans les lignes directrices, à la fois dans la déclaration d'Helsinki, qui résulte de l'Association médicale mondiale, mais également des lignes directrices IOMS. Donc, au niveau de la déclaration d'Helsinki, il y a la notion de vulnérabilité qui est dans plusieurs articles, mais elle fait aussi l'objet de deux articles spécifiques, c'est les articles 19 et les articles 20. Et donc, si on résume un petit peu la position de l'Association médicale mondiale, les groupes vulnérables, en fait, ont une probabilité plus importante d'être abusés ou subir un préjudice additionnel.
Et puis, il y a également ce qui a été mentionné également récemment, antérieurement, c'est l'importance de protéger les personnes, de les faire participer, mais seulement s'il y a une valeur sociale au niveau de leur comité. Par contre, ce qui manque au niveau de la déclaration des skills, c'est vraiment une définition claire de ce qu'est la vulnérabilité. Et là, par contre, au niveau des SIOMS, il y a un peu plus de réponses. Et donc, initialement, les SIOMS considéraient la vulnérabilité sous forme de groupes, dans des groupes vulnérables. Et dans les lignes directrices 2016, ils interviennent, bien sûr, il y a des groupes qui sont plus susceptibles d'être vulnérables, mais ils incitent surtout sur le fait que la vulnérabilité est contextuelle. Et ça a été dit aussi par le docteur Sambacor. Donc, l'idée qu'en fait, toute personne est potentiellement vulnérable en fonction du contexte dans lequel il évolue. Les SIOM sont tout de même une définition un peu plus précise de la vulnérabilité, qui est l'incapacité absolue ou relative à défendre ses propres intérêts. Plusieurs facteurs peuvent influencer la vulnérabilité, et ça a été également un peu dit, c'est leur pouvoir de décision, le degré d'instruction, les ressources, la force et les attributs nécessaires pour protéger les intérêts de la personne. Quelques exemples, en fait. Donc, les personnes qui ont impliquées dans une relation hiérarchique, les personnes également placées dans des institutions, des prisons, dans des milieux clos, en fait, ou clos ou coercitifs par nature. Les personnes également au niveau économique, et ça, c'est important, par exemple, quand vous prenez des recherches qui se passent aux États-Unis, où il y a certaines recherches avec beaucoup de risques qui ont des compensations et même des compensations très importantes. Et en fait, ça va être dans beaucoup d'études que ce type de personnes qui participent à ce type de recherche sont en fait des personnes qui ont une vulnérabilité plutôt économique et participent à la recherche pour pouvoir subvenir à leurs besoins. D'autres exemples, les personnes atteintes de pathologie, ça a été également dit. Les personnes des communautés qui ne sont pas familières avec les notions médicales modernes et qui ne peuvent pas appréhender correctement les risques associés à cette participation. Et puis, au niveau des femmes aussi, il y a un petit paragraphe au niveau des lignes SIOM, c'est que les femmes ne sont pas vulnérables par définition, mais par contre, c'est seul le contexte qui peut les rendre vulnérables. On peut prendre l'exemple, par exemple, de travailleuses du sexe qui travaillent dans des activités de profession illégales, ou des femmes qui ont subi des violences sexuelles et conjugales, ou des femmes impliquées dans des recherches traitant sur des choses illégales comme l'avortement. Et de même, les femmes enceintes ne sont pas forcément vulnérables de fait de leur état d'être enceinte, mais plutôt, par exemple, si vous prenez des études en épidémiologie avec très peu de risques et pour essayer de rechercher des anticorps, et donc les interventions seront notamment juste une prise de sang ou une goutte de sang au niveau du doigt. Les femmes enceintes ne sont pas forcément vulnérables dans ce contexte-là. Par contre, si vous les impliquez dans des recherches cliniques avec des risques potentiellement au niveau du fœtus, là, le statut peut éventuellement changer en fonction de l'étude et des risques. Donc, au niveau des SIOMS, la problématique, et là on peut définir aussi, c'est comment évaluer la vulnérabilité et puis quelles mesures prendre. Donc, au niveau des SIOMS, ce qui permet un petit peu d'éclairer les comités éthiques et également les chercheurs, c'est qu'ils suggèrent qu'on évalue la vulnérabilité, la probabilité et au degré du préjudice physique, psychologique ou social. Donc, par exemple, si vous faites une recherche sur des personnes ayant subi des violences, vous pouvez, en les faisant participer à la recherche, avoir des risques psychologiques élevés du fait de se remémorer certains épisodes. Et là, quel type de mesures peuvent être mises en place? C'est par exemple des suivis psychologiques si besoin. C'est pareil, tout ce qui est personnes exerçant des professions illégales. Là, par contre, le risque de participer à la recherche est associé en cas de brèche de la confidentialité. Et là, les mesures particulières à prendre, à la fois des comités d'éthique et des chercheurs, c'est le respect de la confidentialité et puis la protection des données. Et là, c'est une protection accrue dans ce cas-là. Et puis, une autre question qu'on peut se poser, c'est comment évaluer la vulnérabilité? C'est la capacité à donner un consentement libre et éclairé. Et on peut notamment citer des personnes, notamment illettrées, qui ne peuvent pas forcément avoir une bonne compréhension des enjeux de la recherche, mais surtout des droits associés. Et là, les mesures à mettre en place, c'est souvent une adaptation de l'information, assister sur une information orale ou des personnes de confiance impliquées dans un processus. Il y a également des lignes SIOMS qui sont spécifiques à la recherche clinique dans des milieux limités. Elles ont été publiées en 2021. Et là, c'est intéressant parce qu'ils interpellent également les gouvernements et les autorités de régulation pour mettre en place des réglementations efficaces pour protéger les personnes vulnérables et donner également des moyens aux comités d'éthique pour permettre cette protection.
Important, c'est également de ne pas les exclure, mais ça a été également dit récemment. Et puis, comme ce qui a été également mentionné, au niveau des catastrophes, la vulnérabilité peut être plus grande dans des situations de catastrophe. Et souvent, notamment, ils citent des tremblements de terre ou des tsunamis, mais également l'épidémie de Covid. Là, par exemple, les personnes vulnérables sont en principe beaucoup plus, sont affectées de façon un peu plus disproportionnée. Donc, pour résumer, je pourrais vous envoyer la présentation comme ça ensuite et je voudrais la partager. La notion de vulnérabilité n'est plus réellement associée à un groupe, mais plutôt à un contexte. La vulnérabilité, en fait, n'est pas résumée à sa incapacité à donner le consentement, mais également à défendre ses propres intérêts. Et comme on l'a mentionné également, ce qui a été dit au niveau de la question, c'est qui doit prendre en compte cet aspect? C'est bien sûr les comités d'éthique, mais les chercheurs également. Et c'est souvent eux qui peuvent se rendre compte au plus proche des participants, quels sont les participants particulièrement vulnérables, et à eux aussi de mettre en place des protections adéquates, également en dialogue avec les comités d'éthique. Et puis, ce qui a été également dit, c'est que les personnes vulnérables ne doivent pas, par définition, être exclues des recherches du fait de leur vulnérabilité, mais par contre, elles doivent être incluses à partir du moment où il existe un bénéfice, une protection adéquate et un bénéfice pour elles. Donc, je vous remercie et je m'excuse pour les problèmes techniques. J'espère que vous avez tout entendu cette fois. Merci beaucoup, Dr Fanny, pour votre présentation. Je vois est-ce que ce serait bien d'avoir le diapo peut-être après afin de le partager? Oui, je Ça vous permet l'enverrai, pas de problème. de mieux fixer et de mieux se concentrer sur le fond de la présentation. Et donc, du coup, les questions sont ouvertes. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi, j'ai une question. Allez-y, professeur Félicien. Oui, en fait, les comités d'éthique en commission, et ce que nous faisons, on évalue les protocoles de recherche, on regarde effectivement les contextes et la vulnérabilité, et ainsi de suite. Bon. Mais quand les chercheurs vont sur terrain, est-ce qu'il a le temps réel de s'assurer de la vulnérabilité ou lui a plus de temps de faire aboutir sa recherche? C'est ça ma préoccupation. C'est de savoir, est-ce qu'à ce moment-là, les personnes que le comité éthique est censé protéger, et ces personnes sont protégées par le fait que nous émettons un avis éthique et que nous remettons au chercheur qui, lui, a intérêt de faire aboutir la recherche. Ne voyons pas là une difficulté réelle dont la solution serait éventuellement la mise en place des comités de santé publique ou des comités d'éthique clinique. C'est ça ma préoccupation. Je ne vois pas exactement comment les chercheurs qui a un autre profit, notre bénéfice, va s'atteler à faire respecter, à protéger suffisamment les personnes vulnérables dans leur contexte. Est-ce que vous ressentez la même chose, ou bien on leur accorde toute la confiance possible et faire aboutir les recherches et évaluer à leur niveau du contexte la vulnérabilité? Merci. Voilà ma question. Merci beaucoup, professeur Félicien. Moi, j'ai mon petit mot là-dessus, mais j'attends la réponse de Fanny. Fanny, allez-y, si vous voulez répondre là. Oui, alors c'est une bonne question. Je pense que, en fait, c'est un peu ce qu'on disait aussi précédemment, c'est-à-dire que on ne doit pas, je pense, voir les comités, enfin, idéalement, il ne faudrait pas que les comités d'éthique soient les seuls protecteurs au niveau de la vulnérabilité, parce que, premièrement, ils ne savent pas forcément ce qui se passe au niveau du terrain, même s'ils sont mieux formés pour les détecter. En théorie, ils ne sont pas forcément ce qui se passe concrètement. Ensuite, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une responsabilité de la recherche auprès des chercheurs et des institutions. Beaucoup de chercheurs, en théorie, sont aussi, doivent être des médecins ou des professionnels de santé. Et je pense il y a quand même une responsabilité de leur part à prendre en charge les personnes, les protéger au sein de leur métier. Ensuite, je pense aussi que
finalement, à long terme, le fait de mettre en place des recherches qui ne sont pas éthiques, où les personnes ne sont pas suffisamment protégées, à long terme, même si individuellement la personne arrive à avoir ses données, ses recherches, au niveau de la production scientifique à long terme, c'est pas du tout, comment dire? C'est quelque chose qui n'est pas du tout, viable parce que ça génère ensuite des problématiques de confiance des populations auprès de la recherche et au bout d'un moment, moi j'ai parlé avec des certains chercheurs où il y avait d'autres équipes antérieures qui étaient passées, qui n'avaient pas respecté les participants, qui ne les avaient pas suffisamment protégés. Et donc, réaliser ensuite d'autres recherches dans ces contextes-là, c'est très difficile parce que les populations n'ont plus de confiance. Donc, je pense que il faut vraiment que les chercheurs s'en rendent compte aussi de l'impact que peuvent avoir la recherche sur la société en général. Donc, moi, j'essaye d'avoir essayé d'un petit peu de confiance aussi et au fait aussi quand même que c'est quand même des professionnels de santé avant tout. Et donc, il y a quand même un enjeu de protection des personnes et de bien-être de leur santé. Après, c'est peut-être une vision un petit peu idéaliste, mais en fait, l'idée, c'est comme ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Sambacor. Oui, je pense que par rapport à ce que Félicien a donné comme... c'est surtout le plus que nous avons, le plus qu'en tout cas les comités africains ont, je veux dire certains comités ont, sur les comités européens, les comités d'éthique européens. C'est-à-dire, nous, on ne se limite pas à l'émission de l'avis. Nous, on fait le suivi aussi. Parce que quand on fait, surtout quand la recherche enrôle des groupes vulnérables, le comité est beaucoup plus aujourd'hui motivé pour faire un suivi actif d'un tel projet, pour vérifier le niveau de respect des recommandations du comité national, du comité d'éthique de la recherche. Donc, c'est la notion de suivi qui doit être systématique pour les comités d'éthique de la recherche. En attendant maintenant qu'on ait des comités d'éthique de santé publique qui gèrent les actions dans le champ de la recherche, c'est les comités d'éthique de la recherche qui sont compétents. Merci. Merci beaucoup, Dr Sambacor. Moi, j'ajouterais juste que j'ai constaté au niveau des protocoles de recherche en cancéro, qui sont souvent des protocoles parfois en situation même d'urgence. Vous avez, par exemple, l'expérience que j'ai eue, il y a des services en France où vous avez des patients qui sont sous traitement anticancéreux et les cliniciens en perdent beaucoup. Donc, parfois, il arrive rapidement que des molécules, qu'on puisse mélanger plusieurs cytostatiques ou anticancéreux et de le comparer à un autre bras. Ce sont des protocoles qui sont très fréquents dans les services de cancéro. Et donc, le recueil du consentement, et je me dis qu'il doit être facile parce que c'est des patients qui... Oui, c'est parce que c'est des patients qui n'ont pas d'autre choix que d'accepter le consentement, même si je pense que les chercheurs veillent à ce que les choses se fassent dans les règles de l'art. Et tout en sachant que lorsque vous mettez en place ces études dans ces situations d'urgence en cancéro, vous êtes sûr de perdre énormément de patients sur l'un des bras. Mais à l'issue de cette étude, souvent, vous avez votre association de molécules qui puisse permettre de gagner 5 ans de vie, 6 ans de vie et autres, ou bien faire résorber une tumeur et autres. Et donc, je me dis que devant ce genre de contexte, ce sera très difficile de gérer la notion de vulnérabilité. Je vois qu'il y a des mains qui sont levées. Bilo, qui est souvent sur le terrain de la recherche clinique. Bilo, est-ce que tu peux apporter quelque chose là-dessus, même si je parlais plutôt de la cancérologie? Bonjour, merci beaucoup. Merci Manel pour la présence. On ne t'entend pas, Bilo. Vous m'entendez là? Oui, tu peux augmenter la voix juste un peu pour qu'on... J'augmente. Là, vous m'entendez mieux ou non? Est-ce que vous l'entendez? Moi, c'est très faible. Oui, on t'entend très bien. Allez-y, Bilo. Voilà, merci Manel. Donc, j'avais une question à poser avant de répondre un peu à ta question. Moi, j'avais une question à poser concernant la vulnérabilité chez les femmes enceintes.
est-ce que les femmes enceintes doivent être considérées comme des populations vulnérables? Dans le sens où il y a peut-être... vous m'entendez? Oui, Oui, allez-y. oui. Voilà. Je Oui, disais dans le on vous sens où, entend, parce que, oui, voilà. Parce que très souvent, on dit que les femmes enceintes sont vulnérables, mais j'ai un peu parcouru quelques documents où, dans certains pays, je pense comme les États-Unis, on ne les considère plus comme vulnérables. Donc, j'aimerais bien me focus sur ce point de vulnérabilité par rapport aux femmes enceintes. Et d'autant plus qu'il y a, peut-être chez les femmes enceintes, il y a deux notions de vulnérabilité. La première qui peut concerner sa capacité décisionnelle à participer à un essai clinique et la deuxième qui peut être liée au risque de tort potentiel par rapport à son bébé. Donc, j'aimerais vraiment des éclaircissements concernant ce point ou si vous avez des avis. Voilà. Merci beaucoup, Bilo. Et donc, Fanny, ou ensuite, ou bien Dr Sambokor, est-ce que vous pouvez apporter une réponse? Oui. Donc, c'est vrai qu'historiquement, les femmes enceintes étaient considérées comme des personnes vulnérables. Là, c'est vrai que la tendance change un peu. Ça dépend vraiment du contexte. Par exemple, si vous faites dans une recherche où il n'y a aucun impact sur le fœtus et la personne peut avoir une autonomie entière, c'est pas forcément, elle ne se retrouve pas dans un contexte de vulnérabilité. On a fait, par exemple, des recherches ici où l'idée, c'était de faire une vision à peu près, par exemple, au niveau du Covid, quelle était la couverture au niveau des anticorps. Certaines personnes étaient des femmes enceintes et elles avaient il n'y avait aucun risque par rapport au fœtus. Et il était important aussi d'avoir des données sur les femmes enceintes. Dans ce cas-là, elles n'étaient pas considérées comme vulnérables. Par contre, par exemple, si ça commence à toucher à des risques au niveau du fœtus, là c'est plutôt à considérer plutôt comme des femmes enceintes. Et des personnes vulnérables, ça rejoint un petit peu l'idée de contextuel, en fait. Merci. Bilo, est-ce que la réponse vous satisfait ou... Merci beaucoup. Alors, je voulais Merci. Je voulais apporter un élément. Oui, je voulais apporter... Professeur Félicien, juste une question. Professeur Félicien, c'est concernant la dernière question posée? Oui. Allez-y. De la femme enceinte. Oui, allez-y. Mais en fait, est-ce que, de mon point de vue, une femme enceinte, il faut la mettre avant tout dans le contexte. Parce qu'une femme enceinte en Occident est différente d'une femme enceinte en contexte africain, eu égard à ce qu'on a dit sur la vulnérabilité. Une femme enceinte, prenons instruite, qui connaît ses droits civiques, qui a la capacité de décider elle-même, qui peut se prononcer devant un essai clinique, devant une recherche, en disant, si j'entre, mon bébé est menacé, je n'entre pas, ou j'entre parce que mon bébé ne sera pas menacé. Mais cette femme-là n'est pas vulnérable à ce moment-là. Et même en Afrique aussi, l'exemple que je donne, c'est encore à relativiser parce qu'une femme enceinte qui est en milieu traditionnel, dont la décision dépend littéralement de la vie de son mari ou de la vie d'un parent, des membres du clan, chef du clan, maternel, patrilinéaire. Vous voyez que là, c'est une autre vulnérabilité qui se dégage. Parce qu'une femme peut-être ne connaît pas les lois de son pays ou qu'il lui accorde un peu plus de liberté par rapport à ses parents, par rapport à ses oncles maternels, s'il y a une autre décision, mais par rapport à son mari. Donc, moi, je pourrais revenir à ce que Fanny a dit, que vraiment, c'est un problème de contexte pour pouvoir déterminer la vulnérabilité d'une femme enceinte, essentiellement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, professeur Moundey, pour votre contribution. Et donc, je vois qu'il y a Dr Alpha depuis tout à l'heure qui a levé la main. Dr Alpha Diallo, vous avez la parole. Allez-y, si vous avez une question. Moi, je voulais réagir. Docteur Alpha, Docteur Alpha, vous avez la parole. Merci bien. Je voulais d'abord féliciter Fanny et Samba
pour la qualité de leur exposé. Je voudrais juste relever que la vulnérabilité est un domaine relativement complexe. Parce que, de mon point de vue, la vulnérabilité est un enjeu majeur du point de vue sociétal, du point de vue politique et du point de vue éthique. Certes, nous, ce qui nous intéresse et le débat autour duquel on est en train de discuter, c'est la partie éthique. Et même cette partie éthique soutient également que c'est une responsabilité partagée. Ma question est de savoir, en termes de degré de responsabilité, est-ce que la vulnérabilité doit être prioritairement gérée du point de vue des comités d'éthique ou la responsabilité incombe plutôt aux chercheurs, surtout dans le cadre des essais cliniques, dans le contexte des urgences de santé publique? Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Alpha. Vous avez la parole, Dr Fanny, Dr Sambakor. Est-ce que vous pouvez apporter une réponse par rapport à la question de Dr Alpha Diallo? Oui, est-ce que, Dr Sambakor, au niveau de la santé publique, vous êtes comment dire, plus habitué avec ces concepts de santé, avec la santé publique? Vous avez un... Allez-y, Dr Sambakor, vous avez la parole. Alors. Dr Sambakor, vous êtes là? Il est au Cameroun, je pense que... J'espère qu'il a une bonne connexion. Oui, effectivement, par rapport à ce que mon ami Dr Diallo a évoqué, vous savez que la vulnérabilité, effectivement, est une notion contextuelle. Quand on parle de femme enceinte, c'est la femme, c'est sa situation, son état. D'ailleurs, on dit une femme en état de grossesse. Ce n'est pas considéré comme une maladie, c'est dans l'évolution normale de la reproduction humaine. À partir de ce moment, cette étape-là de vie augmente ce que l'on appelle l'exposition au risque. Et c'est son état qui crée cette situation-là. Donc, quand on fait une recherche dans un champ aussi sensible, il est important que les comités d'éthique redoublent de vigilance par rapport à une recherche qui se mène sur un champ tout à fait normal. Donc, c'est un peu à ce niveau-là où on essaie d'apprécier la vulnérabilité chez la femme. Mais cette notion de vulnérabilité pour les comités d'éthique, effectivement, les comités d'éthique, le rôle, c'est d'aider à la protection des droits humains, particulièrement ceux qui sont enrôlés dans la recherche. Et c'est cela qui fait que quand on leur présente un protocole, la première chose d'abord à regarder, c'est quel est le niveau de risque que crée ce protocole par rapport aux personnes enrôlées. C'est ça d'abord, parce que le principisme, c'est ça qui est en bandoulière chez les membres du comité d'éthique. Le respect de la personne, la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice. C'est ça, c'est ce principisme-là qui détermine l'évaluation de la participation de l'individu à la recherche. C'est à ce niveau où on regarde quel est le niveau de vulnérabilité de cette personne. De par son statut, de par son état de santé, de par sa situation économique, de par son âge, etc., etc. Donc, c'est tous ces aspects-là que les comités d'éthique regardent à travers les notions de principisme que sont le respect de la personne, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Et à ce niveau-là, donc, je considère que les comités d'éthique constituent, en tout cas, les organes les plus, en tout cas, en vue dans le cadre de l'évaluation du respect
des droits de ceux qui participent aux activités de recherche. Encore une fois, il va falloir faire la part entre les comités d'éthique de la recherche qui sont compétents dans le champ de la recherche et les autres organes de régulation des droits humains. Je pense que ça, c'est quelque chose à différencier. Moi, je dis toujours, je suis régulièrement interpellé par les autorités de santé. Voilà, aujourd'hui, on a des problèmes avec la vaccination dans un quartier, etc. Qu'est-ce que le comité d'éthique nous... Je dis non, moi, je ne suis pas compétent dans ça. Notre compétence se situe, si vous développez une recherche dans le cadre de la vaccination, il faut qu'il y ait la notion de recherche pour que nous puissions agir, en tout cas de façon tout à fait égale. Sinon, un membre du comité d'éthique peut développer son expertise, donner son point de vue sur des actions de santé publique. Il est libre de le faire, mais il ne peut pas le faire de façon régalienne en tant que membre du comité d'éthique de la recherche. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Sambakor. Je pense que Dr Alpha est satisfait de cette réponse. Et juste pour rebondir sur ce comité d'éthique de santé publique, je pense que les membres ici, des membres des différents comités de recherche, devraient pouvoir, je pense, au sein de On ne vous entend plus, Manel. Allô? Oui, on n'entend plus Manel en tout cas. Ok, bon, je pense que je peux, si je peux me permettre de juste faire une intervention avant que le problème soit résolu au niveau de Manel. Est-ce que je peux? Oui, bien sûr, allez-y. Donc, merci encore à professeur Sambakor et à Fanny pour leur présentation. J'aimerais revenir sur une notion, je pense, ce problème de vulnérabilité contextuelle, je pense que c'est une notion qui est très importante et qui est un défi en Afrique. Pourquoi un défi? Parce que la vulnérabilité contextuelle qui est basée généralement sur des analyses de bénéfices-risques, généralement, la définition de cette vulnérabilité vient généralement du niveau international. Donc, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est l'information. À quel moment on dispose de cette information? Quand je prends peut-être le cas de la COVID, où par exemple les personnes âgées étaient des populations vulnérables ou autres. Allô, vous à quel moment... Allô? Allô? Oui, on t'entend maintenant, mais bon, j'étais en train d'intervenir le temps que tu puisses me prendre. Excusez-nous, il y a eu une coupure ici, une coupure de téléphone, une coupure d'électricité. Oui, allô, Manel? Oui. Allô, Manel? J'étais en train d'intervenir le temps que tu puisses te reconnecter. Ah, d'accord. Allez-y, continuez votre intervention alors. D'accord, merci beaucoup. Donc, je disais que ça pose le problème de l'information. À quel moment les comités éthiques disposent de cette information pour pouvoir en tenir compte dans leur analyse? Et le deuxième problème, c'est que de quels moyens les pays disposent en termes de recherche pour faire leur propre analyse bénéfice-risque pour que nous, en termes de comité, on puisse dire que nous, dans notre contexte, par rapport à cette situation ou cette épidémie, ces populations ne sont pas vulnérables. Donc, il y a vraiment, je pense, une grande réflexion à mener, non seulement au niveau des comités éthiques, mais vraiment à un niveau plus grand, au niveau étatique, pour que vraiment cette notion soit mieux contrôlée et prise en compte au niveau de la recherche. Donc, c'était ça mon intervention. Je pense que si tout le monde a compris, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Mariam. Je pense qu'il y a la main de Dr Penaline. Est-ce que vous voulez intervenir? Oui, merci beaucoup. En fait, je suis très content. Je suis très content que ce débat a tourné autour du fait que la notion de vulnérabilité ne doit pas être considérée comme absolue. Comme Fanny a dit, il faut la constituer, il faut la mettre dans un contexte. Donc, il faut toujours la relativiser. Alors, en ce qui nous concerne au sein de RAFES, comme c'est le cas aux États-Unis où ils ont considéré
depuis un certain nombre d'années que la femme enceinte n'est plus une personne vulnérable, il faut qu'au niveau de RAFES, qu'au niveau de certaines de nos institutions en Afrique, qu'on puisse se pencher sur ces problèmes-là en ayant notre propre point de vue et qu'on peut imposer aux autres aussi. Est-ce que la femme enceinte est considérée comme vulnérable en Afrique et dans quel contexte elle l'est, dans quel contexte elle ne l'est pas? Est-ce que des personnes malades de telle ou telle pathologie sont considérées comme étant des personnes vulnérables? Dans quel contexte elles le sont, dans quel contexte ces personnes ne le sont pas? Donc, ce que je veux dire tout simplement, la notion de vulnérabilité ne doit pas être considérée comme absolue. Il faut la mettre toujours dans un contexte. Merci. Merci beaucoup, Dr Penali. Effectivement, moi, je m'aligne sur ce que vous venez de dire. Ce n'est pas une notion qui est figée, c'est une notion qui est très dynamique apparemment et qui doit être documentée continuellement et dépend vraiment du contexte. Oui, je vois que... mais oui. Il y a je voulais dire que à ce moment-là, je suis d'accord, hein, parce qu'il faut bien qu'on ne se perde pas non plus trop là. Vulnérabilité contextuelle, vulnérabilité relativisée ou relative. Mais moi, je proposais plutôt que, comme tous ces concepts sont vrais d'une manière ou d'une autre, c'est de tenir compte de ce que j'ai proposé au début là, la catégorisation du concept de l'autonomie, qui peut nous ramener justement à parler d'une vulnérabilité biologique, une vulnérabilité psychique, une vulnérabilité civique et une vulnérabilité éthique. Bon, ça, bien sûr, je l'ai dit comme ça, sans trop d'analyse. Donc, je crois que si nous parvenons, comme Dr Mama a dit, je la salue en passant, donc il faut avoir d'autres débats où nous pouvons catégoriser pour qu'au niveau des comités d'éthique, le travail ne soit facilité. C'est-à-dire que si on s'entendait, on se convenait à un débat ultérieur, pour arriver à un consensus dans le contexte aux différents aspects de vulnérabilité, à ce moment-là, au niveau des comités, quand nous analysons, nous pouvons vérifier rapidement est-ce qu'ici, les personnes qui vont participer à l'étude, leur vulnérabilité concerne quelle catégorie de vulnérabilité? Est-ce une vulnérabilité biologique, une vulnérabilité psychique, une vulnérabilité civique, éthique et tant d'autres qu'on peut proposer? Je crois seulement dans un contexte précis, si nous parvenons à un autre débat, à cette catégorisation de vulnérabilité de façon réfléchie, analysée par notre groupe, on peut proposer de telles catégorisations lors d'un article scientifique à un public plus élevé qui peut peut-être en tenir compte ultérieurement. Voilà ma proposition. Merci. Merci beaucoup, professeur Félicien, pour votre contribution. Et je vois qu'il n'y a pas de main levée. Et moi, j'aimerais juste rebondir sur cette notion-là de comité d'éthique de santé publique. Est-ce que ce n'est pas au comité d'éthique de recherche de réfléchir sur la mise en place de ce comité d'éthique de santé publique? D'autant plus qu'il y a des juristes, des praticiens hospitaliers dans les comités d'éthique. On a un public large de spécialistes. Est-ce que ce n'est pas au comité national de recherche de réfléchir sur la mise en place de ces comités d'éthique de santé publique, d'autant plus que, comme l'a précisé le docteur Sambakor, certains aspects reviennent au comité d'éthique de santé publique et non au comité d'éthique de recherche. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion autour de RAFES de réfléchir au niveau des différents pays? Est-ce qu'il y a un comité d'éthique de santé publique? Comment accompagner la mise en place de ce comité d'éthique de santé publique? Comme les comités d'éthique nationaux lorsqu'ils accompagnent la mise en place des comités d'éthique institutionnels. Voilà ma contribution. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Oui, moi j'ai un avis là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, encore une fois, ça ne peut pas être l'exclusivité des comités d'éthique de la recherche pour faire des propositions en termes de mise en place de comités d'éthique de santé publique. Les acteurs même de santé publique peuvent sentir la nécessité d'être accompagnés dans ce qu'ils font. Parce que de santé publique ne fait que aider à ce que l'action de santé publique se fasse dans le respect des droits humains. Mais
l'acteur de santé publique lui-même, en développant ses actions, il peut se sentir mal à l'aise. Parce que l'éthique, c'est ça en fait. L'éthique, c'est un mal-être personnel issu de l'action que je déroule et qui me met mal à l'aise. Parce que pour moi, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. J'aurais bien souhaité recevoir peut-être des intrants en termes de conseils pour pouvoir être à l'aise par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc, ce qui veut dire que la réflexion peut provenir des autorités de santé qui considèrent qu'il est essentiel, en tout cas, d'avoir un comité comme les chercheurs l'ont, parce qu'aujourd'hui, les comités d'éthique de la recherche aident plus les chercheurs à dérouler leur activité de recherche dans le respect des droits humains. En plus qu'ils protègent les populations, mais qui participent, mais ils accompagnent aussi les chercheurs. La même chose, les autorités de santé publique doivent pouvoir développer une réflexion, enclencher la réflexion à travers les services publics de santé pour pouvoir justement mettre en place éventuellement ces comités d'éthique de santé publique. Et les comités d'éthique de la recherche peuvent maintenant apporter leur expertise pour la mise en place de ce truc. Et je vous apprends aussi qu'il y a un chantier, un comité d'éthique pour l'intelligence artificielle qui est actuellement en train d'être suscité par un grand projet de déploiement de l'intelligence artificielle en Afrique porté par l'UNESCO. Aujourd'hui, donc, nous avons actuellement la visite du sous-directeur des droits humains et, enfin, le sous-directeur des sciences sociales et humaines de l'UNESCO, qui est actuellement au Sénégal, du 27 au 2 mai. Et je pense que même elle sera reçue par le président de la République. Donc, l'UNESCO est en train de promouvoir justement l'intelligence artificielle et pour accompagner ce projet-là, il prévoit de susciter la mise en place de comités d'éthique de l'intelligence artificielle. C'est comme les comités d'éthique de la recherche, les comités d'éthique de santé publique, les comités, etc. Donc, c'est dans cette même logique qu'on peut effectivement développer et mettre en place ces comités de santé publique avec, bien sûr, l'onction des autorités de santé publique. Parce que sans leur onction, on ne peut pas espérer disposer d'un comité d'éthique de santé publique. Merci. Merci beaucoup, oui, je voulais... Dr. Sambakor. Juste, merci beaucoup. Je voulais donner un aspect pratique là. Oui. Oui. Je voulais ajouter... Sur la question. Oui, allez-y. Oui, c'est la... Oui. C'est la question, oui. Je disais ceci. La proposition du docteur Samba qui nous invite à comprendre que la démarche doit commencer par les institutions de santé publique. Mais les institutions de santé publique n'ont pas encore conscience, à mon avis, de façon exprimée clairement pour que les processus commencent par eux. Non. Les processus doivent commencer par les comités nationaux d'éthique parce que nous, au niveau de nos différents comités, nous éprouvons ces difficultés-là. Nous faisons face à ces difficultés-là. C'est-à-dire que nous constatons que les populations, quand ils font face à une épidémie, ces populations ne sont pas suffisamment protégées dans leurs droits, dans leurs obligations et même dans leur respect. Et parfois par les institutions de santé et parfois par le gouvernement, nos différents gouvernements. Prenez comme exemple la COVID. Pendant la COVID, nous avons tous senti comment le gouvernement africain se comportait par rapport à leur population et comment les gouvernements occidentaux se comportaient par rapport à leur population. Nous avons tous su, par exemple, que les gouvernements occidentaux, notamment en France ou au Canada, mais parvenaient à nourrir leur population pendant l'épidémie parce qu'on les avait enfermés. Mais chez nous, en Afrique, on n'a pas senti la prise en charge de nos populations, n'est-ce pas, pendant l'épidémie, face aux mesures prises par l'État pour les protéger. Ainsi de suite.
Et bon, même face aux rumeurs qui circulaient pendant l'épidémie, on n'a pas senti les rôles de l'État, ainsi de suite, même des institutions. Donc, à mon avis, il y a un travail réel, une urgence de mettre en place ces comités. La première rencontre doit être suscitée par les comités nationaux, inviter, intéresser des amis, des collègues qui sont dans les institutions de santé publique et autres là, même les projets de santé, pour poser les problèmes que nous éprouvons, nous, au niveau des comités nationaux ou des comités d'institutions d'éthique, devant eux et les inviter de se prendre en charge en mettant en place des comités d'éthique de santé publique. Et nous pouvons donc servir d'expérience ou un peu d'accompagnement par rapport à ce que nous faisons pour qu'ils puissent décoller. Donc, si nous attendons qu'eux déclenchent le mouvement, ça sera un peu plus difficile. C'est à nous à commencer à aller vers eux et à les faire voir les difficultés que nous éprouvons sur le terrain. Certainement, ils vont nous comprendre parce que les mêmes difficultés que nous avons. Et à ce moment-là, dès qu'ils mordent à la maison, ils peuvent continuer sans problème. Voilà ma suggestion. Merci beaucoup, professeur Félicien, pour votre suggestion. Et moi, j'ajusterai juste par rapport à la réponse du docteur Sambakor sur le comité d'éthique de santé publique. Moi, en tant que professionnel de santé publique, j'ai travaillé sur le COVID et j'avais partagé dans le dernier webinaire nos résultats que nous avons eus sur l'impact des interventions non pharmaceutiques au Sénégal. C'est-à-dire, nos études avaient montré que les interventions non pharmaceutiques, couvre-feu, durant la période COVID, n'ont pas été bénéfiques pour la population et pour le système de santé. Donc ça, c'est clair. La mise en place d'un comité d'éthique de santé publique est urgent aujourd'hui en Afrique. Et lors de la riposte COVID, le ministère de la Santé s'est appuyé sur le Centre national de gestion des épidémies. Nous-mêmes, en tant que chercheurs en santé publique, nous avons présenté nos résultats au Centre national de gestion des épidémies qui s'occupait plus de l'aspect prévention, c'est-à-dire comment mettre des masques, des gels dans les hôpitaux, comment traiter les patients, comment les évacuer, comment gérer le problème d'isolement, arrêter la chaîne de contamination. Alors qu'à côté, les mesures comme les couvre-feux et autres, ces mesures étaient prises par le gouvernement, alors que ces mesures même peuvent avoir un impact très négatif dans la santé publique. Si on prend le cas de Dakar, qui est en surchauffe en termes de population, qui fait 3 millions d'habitants sur une superficie de 550 km², les gens vivent dehors parce que les espaces ne sont pas assez... les espaces sont contigus, au fait. Donc, du coup, ceci pose le problème de la mise en place de ces comités d'éthique de santé publique. Si ces comités d'éthique peuvent demain donner leur avis sur les interventions du gouvernement en période d'épidémie, ce serait vraiment salutaire parce que, comme vous l'avez remarqué, Dr Sambakor, on revient toujours vers vous pour vous demander mais pourquoi ces interventions? Pourquoi ces interventions du gouvernement par rapport à tout ce qui s'est passé durant la période Covid? Et donc, vous nous expliquez clairement que ça ne relève pas de votre ressort de répondre à cette question parce que vous êtes un comité de recherche. Voilà ce que j'avais ajouté. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des points à éclairer? Professeur Narcisse, je vois que vous êtes là. Je ne vous entends pas. Professeur Narcisse? Docteur Diaby, vous avez une question? Allô, vous m'entendez? Je pense qu'on va... Allô? Est-ce que vous m'entendez? En attendant... Oui. Allez-y, avant en attendant, est-ce que... Oui, oui. Bon, maintenant, par rapport à vos analyses, je suis d'accord avec ça. Et c'est en conséquence, parce que finalement, en fin de compte, c'est les RAFES qui, autour de nos échanges, arrivent à ces débats-là. Et ce ne revient pas non plus aux RAFES d'organiser ça. Vous voyez? De voir comment organiser un atelier autour duquel nous allons échanger sur la nécessité et l'urgence en Afrique d'avoir des comités d'éthique de santé publique. C'est notre acquis. Oui, oui. Donc, voir comment... Exactement ça. Donc, y réfléchir dans le cadre de notre réseau, comment promouvoir
les comités de santé publique dans nos différents pays. Et bon, c'est nous qui devons commencer. Donc, à mon avis, je pense que c'est le RAFES qui devait donc faire son affaire dans les mois ou les années qui viennent pour pouvoir déclencher ces mécanismes. Merci beaucoup, professeur Voilà. Félicien. Juste avant qu'on se sépare, j'aimerais que vous enlevez vos caméras. Les caméras ont été... Vous enlevez vos caméras peut-être afin qu'on prenne une photo parce que c'est un délivrable qui montre qu'on a organisé ce meeting et que tout le monde était disponible. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Hawa, tout le monde va enlever sa caméra. Prof Félicien, votre caméra, docteur Alpha, docteur Mama, tous les participants, on leur demande d'enlever leur caméra afin que Hawa puisse prendre la photo. Hawa, vous m'entendez? Hawa Fall, est-ce que vous êtes connecté? Je suis là. Oui, Hawa. Donc après, si tout le monde, si on arrive à voir. Mais les autres là, vous ne voulez pas qu'on vous immortalise là? Professeur Narcisse, Alpha, docteur Alpha, docteur Djabi, docteur Mariam, professeur Félicien, je ne vous vois pas. Donc, je pense que, professeur Narcisse, vous êtes là? Docteur Penali? Professeur Félicien? Oui, mais j'ai un problème technique. Je dois faire comment? Enlevez juste là. Est-ce que vous ne l'avez pas fermé, votre caméra? Mais c'est fermé, non? Docteur Djabi. Oui. Enlevez votre caméra. Peut-être c'est ce qui bloque. Docteur Alpha, on ne vous voit pas là. Mariam, est-ce que vous me voyez? Non, 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 professeur. Mariam, on ne vous voit pas. Vous ne me... Donc, je pense qu'on va faire avec ce qu'on a. Hein. Hawa, est-ce que tu peux immortaliser là pour que le bailleur puisse au moins féliciter ça, qu'on a bien organisé ce webinaire? Hawa, c'est bon. Si c'est bon, vous me dites et on clôture le webinaire. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes immortalisé et donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, Dr Sambokor. Fanny s'est excusée parce que je pense qu'elle a eu une urgence. Et je voudrais vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Et c'est toujours vraiment des débats, des échanges de haute facture. Et donc, on va se dire à très vite, à bientôt autour d'un autre webinaire. Et je vous remercie à tous et je vous souhaite un très bon week-end. Manel, oui. Manel, oui, je voudrais peut-être une recommandation. Oui, allez-y. La mise en place d'un groupe d'initiative pour la mise en place pour la création de comités d'éthique de santé publique. Je pense que ça peut être un groupe d'initiative regroupant en tout cas un certain nombre de bonnes volontés pour réfléchir sur la possibilité de mettre en place et même proposer un draft de comité d'éthique de santé publique avec tout ce que cela comporte comme éléments, comme intrants qu'on pourrait maintenant partager avec les autorités de santé publique, comme l'UNESCO a eu à le faire dans le cadre du comité national de bioéthique et d'éthique des sciences. Voilà, merci. Je vous remercie vraiment pour cette belle initiative. Ceci rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec le professeur Moundé. Et donc, je pense que dans le cadre du projet futur même, on peut chercher un appui financier afin de mettre en place cet atelier de réflexion pour la mise en place de ce comité d'éthique de santé publique dans les différents pays parce que c'est une urgence, c'est une vraie urgence. Donc, je voudrais vous remercier tous pour votre présence et merci encore au Dr Sambokor, merci au Dr Fanny qui s'est excusé et merci à tous les membres du réseau, merci aux invités et merci aux membres de notre équipe Pasteur Pôle Épidémiologie qui ont été présents. Et je vous remercie et je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt. Merci.
Manel. Au revoir. Merci beaucoup.